La WCW plante comme ça toujours des petites graines de chiasse. Ils savent très bien faire tout ça. Yo, salut les allumeurs de bougies, bienvenue sur Wrestling Clinic et bienvenue dans un nouvel épisode de La Nuit des Temps version WCW. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 7 mai 2000, la WCW nous présentait Slamboree et c'est ce pay-per-view que l'on va reviewer ensemble. Alors ce pay-per-view, franchement, il était plutôt bon. C'est peut-être un des meilleurs de l'année 2000, donc ça donne une vraie vision de ce qu'était la bonne WCW, entre guillemets bonne, sur l'année 2000, car finalement, il n'y a pas eu de piscine de chiasse véritable, il y en a eu une mais c'était un match hardcore donc ça comptait pas vraiment, mais sinon on a eu 3 combats à plus de 3 points de suture, et voilà, et de manière générale c'était 2h50 qui était bien divertissante. J'étais pas au bout de ma vie au bout de 2 combats comme ça avait pu être le cas sur d'autres pay-per-view. Il y a eu quelques petits ratés par-ci par-là, mais c'était vraiment rien de catastrophique, même si on voit quand même qu'il y a les éléments, on va dire, qui ont fait la mauvaise réputation de la WCW en 2000, mais au moins ils n'étaient pas poussés jusqu'au bout, donc on va voir ça ensemble maintenant. Nous sommes en direct de la Camper Arena à Kansas City, dans le Missouri. Cette salle, elle est tristement connue parce que c'est dans cette même salle qu'il y avait eu le pay-per-view Over the Edge 1999, lors duquel malheureusement Owen Hart nous a quittés. Vous retrouverez la review de ce pay-per-view en lien dans la description, car je l'avais fait l'année dernière. On est devant 7165 spectateurs et le pay-per-view avait été acheté seulement 65 000 fois. Et c'est aussi dans cette salle qu'a eu lieu le match en hommage à Owen Hart entre Bret Hart et Chris Benoit en octobre 1999 à la WCW. Alors dans ce pay-per-view, qu'est-ce qu'on va avoir les amis ? On va voir Hogan, on va voir Kidman, on va avoir un match pour le titre hardcore, on va voir pas mal de choses, dont un main event tout à fait unique. Triple cage, 3 niveaux de cage entre DDP, Jeff Jarrett et David Arquette. Oui, vous avez bien entendu David Arquette, mais on va voir tout ça un petit peu plus tard dans la review. Et sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Premier match, Chris Candido contre The Artist pour le titre Cruiserweight, 8 minutes, je lui ai mis 1 point de suture et demi. The Artist, c'est le catcheur que l'on connaissait en 97 et 98, ou 98 ou 97, que 97, je ne sais plus, sous le nom de Prince Iokea. Avant le début du match, Tammy Lynn Sitch, que vous connaissez sous le nom de Sunny, qui accompagne Chris Candido qui était skip des Body Donnas à la WWE en 95-96. Avant le début du match, elle veut enlever sa robe. Mais au moment où elle commence un petit peu à se dessaper, il y a la musique de The Artist qui arrive et on sait pas trop ce qu'elle fait, la meuf, elle continue un peu, elle n'entend pas qu'il y a une autre musique que la sienne qui était en train de jouer pendant le semi-striptease. Donc peut-être qu'elle était déjà un petit peu stone. En parlant de stone, dans ce match, il y a des espèces de pollutions sonores très étranges, genre des bruits de micro, des bruits métalliques, des trucs, des machins, et à un moment, pendant, allez, je vous mens pas, 1 minute, peut-être 1 minute 30, il y a un bruit d'aspirateur, quoi. J'ai trouvé que dans ce match, il y avait des problèmes de synchronisation, que c'était un petit peu trop rapide et un petit peu fourre-tout, et que plusieurs fois, les gars n'étaient pas sur la même longueur d'onde. À la fin du combat, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Paisley qui accompagne The Artist. Paisley, c'est la femme de Booker T, que l'on connaît à la WWE sous le nom de Charmel. Et Tammy Sitch qui se frite un petit peu. Une fois que c'est terminé, Tammy Sitch prend une chaise, elle veut frapper Paisley, mais Paisley esquive, elle frappe The Artist, il est au sol, on est persuadé que c'était la fin du match. 1, 2, dégagement. Mais malgré ce dégagement, il y a quand même la musique de Chris Candido qui commence à jouer immédiatement. Donc on est dans la confusion la plus totale, à tel point que Tammy Sitch rentre dans le ring, tout sourire, genre « Ah ouais, c'est bon, j'ai gagné », alors que non, pas du tout. Le vrai finish, c'était juste après, pile driver de Candido, suivi d'un headbutt de la 3e corde à la Chris Benoit, et c'est là-dessus qu'il remporte le combat. Donc comme je l'ai dit, quelquefois plutôt approximatif, et voilà, les deux gars étaient pas sur la même longueur d'onde, donc voilà. Mais c'était pas non plus mauvais. Par contre, après le match, c'est totalement ridicule. Paisley tente un low blow sur Chris Candido, mais il est tellement mal fait, on dirait vraiment plutôt genre une caresse le long de la cuisse, horriblement fait. Et après, Artist et Paisley vont enlever la robe de Tammy Sitch, qui aurait dû ravir tout le public masculin de la foule, sauf qu'elle a une espèce de truc sportswear, donc très large, couleur chair, aussi un petit shorty. Donc j'ai pas capté l'idée de lui faire enlever sa robe dans la mesure où il y a presque autant de tissu sans la robe qu'avec. Ensuite, on a la seule piscine de chiasse du pay-per-view pour le titre hardcore de la WCW entre Norman Smiley et Terry Funk. Enfin, Norman Smiley et un autre homme masqué qui s'avérera être Ralphus. C'est une belle piscine de chiasse. Lorsque c'est Terry Funk et Ralphus, là c'est une piscine de chiasse taille olympique. Et le match se termine dans le ring, enfin ils sont dans les vestiaires, partout, et finissent finalement dans le ring avec une victoire avec un schoolboy de Terry Funk. Next.
Sean Stasiak contre Kurt Hennig. Kurt Hennig, bien entendu, Mr. Perfect. 8 minutes, 2 petits points de suture pour un match tout à fait correct, sympa. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est propre et le ring fait un bruit assez étrange. Je sais pas comment étaient synchronisés les micros, c'est très bizarre le bruit du ring ce soir. Le finish, c'est un coup de la fronde sur Kurt Hennig qui est complètement foiré d'ailleurs parce que Hennig n'arrive pas à se propulser correctement. Et ensuite Sean Stasiak lui porte le Perfect Plex, enfin le Fisherman Suplex, Hennig Plex, pour le battre dans un match qui était propre, sympathique, voilà, mais sans plus. Match pour le titre US entre Scott Steiner et Hugh Morris. 9 minutes, 2 points de suture et demi. Avant le début du combat, Hugh Morris prend le micro et dit que son nom, Humorus, donc celui qui a de l'humour, putain j'en perds mes mots, était tout simplement un brain fart, donc une idée absolument ridicule d'Eric Bischoff, et que maintenant il veut qu'on l'appelle par son vrai nom. Je rappelle qu'il fait partie à l'époque du clan Misfits in Action, dans lequel on a Lash Leroux, on va avoir le Wall, on a Chavo Guerrero, on va même finalement avoir aussi Booker T, donc il veut qu'on l'appelle Hugh G. Erection. Le petit jeu de mots, c'est que c'est Huge Erection, donc le gars s'est plaint que Bischoff l'appelait humoristique ou voilà, plein d'humour, et maintenant il veut qu'on l'appelle grosse érection. La WCW plante comme ça toujours des petites graines de chiasse, ils savent très bien faire tout ça. Ce match j'ai bien aimé parce que j'aime bien les powerhouse, les mecs très costauds, tout ce que je ne suis pas, et qui bourrinent quoi. À un moment, Érection monte sur la 3e corde pour faire son moonsault, mais les nanas essayent de le déstabiliser. C'est tellement mal fait parce que lui fait comme s'il les voyait pas, elle monte à 2 à l'heure. Mais en plus de ça, elles étaient montées déjà un petit peu avant, lorsque Hugh Morris était déjà monté sur la 3e corde. Sauf que à ce moment-là, eh bien, elles se sont rendues compte pendant leur ascension sur les escaliers ou au bord du ring. Ah non, c'est pas maintenant le spot, c'est un petit peu plus tard. Donc les nanas sont redescendues, horrible. À un moment, Steiner prend Hugh Morris, alors érection, en tombstone, et là il y a Tony Schiavone. Je sais pas ce qu'il a eu comme absence, il a dit Inverted Bear Hug, donc prise de l'ours inversée. Je sais pas, vu le nouveau nom de Hugh Morris, encore heureux qu'il ait pas dit 69 quoi. Il va tenter un moonsault qu'il la rate, sauf que Scott Steiner ne roule pas suffisamment loin et les pieds de Érection lui éclatent le haut du dos, voire l'arrière de la tête lors de sa chute. C'était très violent, et suite à ça, Scott Steiner porte le Steiner Recliner et c'est là-dessus qu'il remporte le combat. Mais il ne va pas relâcher la soumission, ce qui fait que Booker T va venir dans le ring pour chasser Scott Steiner. Franchement, c'était vraiment bien, en tout cas c'était un bon petit match qui a fait du bien à voir, c'était très cool. Mike Awesome contre Chris Kanyon, 12 minutes, 3 points de suture. Au tout début du combat, il se passe un truc dans la foule, on ne sait pas quoi, toute la foule est distraite en train de regarder ailleurs, on ne saura jamais ce qui s'est passé, vous verrez qu'un petit peu plus tard dans le show, il y a de nouveau un incident dans la foule et on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, ça distrait complètement le public qui ne regarde pas du tout le combat pendant quelques instants. On a un suicide dive de Awesome qui est suivi de chants Ici Dub de la part du public, qui est visiblement un petit peu initié à la violence, parce que le chant ECW, on va le voir plusieurs fois pendant le pay-per-view. Beaucoup d'ambiance dans ce combat, pour le moment la meilleure ambiance depuis le début du show. Les hommes catchent beaucoup dans le ring, catchent beaucoup à l'extérieur du ring, et je me dis que ça doit pas sentir la rose dans les valises et dans les sacs de Mike Awesome, parce que faudrait que je regarde ça de nouveau, mais j'ai l'impression qu'il n'a qu'un seul slip. Qu'il n'a eu qu'un seul slip de toute sa carrière, en tout cas avant la WWE. Donc ça quand t'as pas de truc de rechange, je veux dire, même sur un show d'un week-end, quand tu catches 2 fois, je peux vous dire que quand t'arrives le dimanche soir ou le lundi matin, après ton dernier avion, ton dernier train ou autre, et que tu ouvres ta valise, ça pue la mort. Donc les mecs qui étaient sur la route tout le temps, et que quand tu n'as qu'un seul slip, au secours quoi. Kanyon se fait plier en 2 sur un powerbomb, c'est un petit peu le karma qui lui renvoie l'appareil il y a 2 ans auparavant, lorsque lui et Raven avaient plié Villano 4, je crois, complètement sur la tête. Il l'avait envoyé à l'hosto, c'était un truc vraiment horrible à l'époque. Et puis Mike Awesome, au bout d'un moment, il se met en tête d'enlever les tapis de protection pour faire une super awesome bomb depuis le ring, à l'extérieur du ring, sans table, sans rien, directement sur le ciment. Dieu merci, il ne le fera pas du tout, mais lors d'une de ses dernières tentatives, Kevin Nash arrive pour sauver son pote Chris Kanyon, car à l'époque, ils étaient tous les deux dans le même clan, le Millionaires Club. Et le match se termine sur une double disqualification, car on va avoir une baston sous un public en feu entre le Millionaires Club et le New Blood. Même si c'est un finish comme ça, un petit peu no contest, double DQ, je sais pas quoi, même si ça n'a d'ailleurs pas été annoncé officiellement,
Et ben voilà, c'était pour le moment, le meilleur match du pay-per-view. Bof contre Lex Luger, les muscles, 10 minutes, 1 point de suture et demi. Donc là de nouveau, en début de match, il y a du bordel dans la foule, on sait toujours pas ce qui se passe. On a Vince Russo qui regarde en backstage, à ce moment-là, il y a Miss Elizabeth, donc Liz qui arrive, qui le fait tomber en arrière de sa chaise, elle prend une batte de baseball, pas une vraie, le frappe très fort, alors il tombe, il sait pas trop quoi faire, il vend pas. Miss Elizabeth arrive sur le ring, mais elle n'arrive pas à frapper Buff. C'est finalement Buff qui va prendre la batte de baseball et frapper Luger. À ce moment-là, disqualification? Pas du tout, on est à la WCW. Ensuite, Buff monte sur la troisième corde pour faire son finish, et là, Elizabeth, devant l'arbitre toujours, le frappe également avec la batte de baseball. A priori, j'ai pas entendu du tout que ce match était no disqualification. Donc, là aussi, juste devant l'arbitre, aucune disqualification. Je sais pas ce qu'ils foutent, les mecs. Suite à ça, Lex Luger porte le torture rack et c'est la fin du combat. Il se passe pas grand chose dans ce combat, mais la fin est plutôt sympa et le public réagit bien. Donc voilà, à part les non-sens absolus du manque de disqualification. Shane Douglas, Ric Flair, 9 minutes de point de suture, Ric Flair catch en tenue de ville, c'est-à-dire il a une espèce de t-shirt un petit peu saillant et un pantalon à pince avec des chaussures de soirée. Bonne ambiance dans ce combat qui ne peut pas voir l'intervention de Vince Russo, sinon Vince Russo doit passer 5 minutes avec Ric Flair dans le ring. Je vous passe le match qui était plutôt sympa, on va plutôt se focaliser sur la fin qui est typique de la WCW de l'époque, vous allez voir. Après un match plutôt tranquille, donc on a un mec déguisé en Sting qui arrive aux abords du ring et qui est là pour intervenir. On se dit tous que c'est Vince Russo, évidemment. Il intervient et il cause la défaite de Ric Flair. Ce qui fait que Ric Flair va quand même prendre le micro et hurler en disant à Russo qu'il veut les 5 minutes avec lui. Bien entendu, le faux Sting dit non, non, non. À ce moment-là, un autre membre des Millionaires Club, Lex Luger, arrive et il envoie Sting dans le ring. Enfin Sting, le faux Sting. Et à ce moment-là, Vince Russo arrive. Donc on se demande qui est le mec dans le ring déguisé en Sting. Eh bien, c'est nul autre que David Flair, le fils de Ric Flair. Et là donc on est à 2 contre 1. Vince Russo, il arrive aussi avec une batte de baseball ou une chaise, je ne sais plus, il frappe Luger. Et là on lance les 5 minutes et Russo dit, bah voilà, tu voulais 5 minutes avec moi, tu les auras. On tabasse Ric Flair jusqu'à ce que Kevin Nash arrive pour sauver Ric Flair. Il le sauve un tout petit peu, sauf que là, Daphné, la copine de David Flair, arrive et fait un low blow, un coup dans les couilles à Kevin Nash qui l'immobilise au sol et c'est là-dessus que le trio repart triomphant, comme ça, tout content de leur truc. Le finish, enfin la séquence de fin, c'était du overbooking, mais du mauvais overbooking version WCW. Et on notera bien entendu qu'il y a une nouvelle intervention en fin de combat. Donc au niveau des finish clean, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ce soir. Ensuite, on enchaîne avec Vampiro contre Sting. Le match, combien de temps il a duré ? Il a duré 7 minutes, je lui ai mis 1 point de suture et demi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop apprécié le match, pas parce qu'il était mauvais, mais parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi, ils m'ont pas transporté pendant ce combat. Là aussi, de nouveau, à la fin du combat, Sting utilise un espèce de gros tuyau sur Vampiro. Aucune disqualification, je sais pas ce qu'ils foutent. Enfin, j'en perds mes mots, je ne sais pas comment c'est possible. Il lui porte le Scorpion Death Drop, il commence à vraiment faire chauffer la foule. Alors c'est clair que la foule elle est survoltée, mais c'est encore très loin de ce qu'on avait en 95, 96, 97. D'ailleurs, si vous voulez des reviews et des podcasts sur Sting WCW 95-96, vous savez bien entendu que vous retrouvez les podcasts de la Monday Night War tous les mercredis à midi sur la chaîne. Et donc dans cette superbe ambiance de fin de match, Sting porte un deuxième Scorpion Death Drop, et c'est là-dessus qu'il remporte cette victoire entre guillemets clean, même s'il a frappé avec un tuyau et que normalement on aurait dû avoir une disqualification avant. Autre match, 3 points de suture, pendant 14 minutes, on a eu Billy Kidman contre Hogan avec Eric Bischoff en arbitre spécial. Donc, a priori, c'était impossible que Hogan arrive à remporter le combat parce que dans les premiers rififi, eh bien Bischoff tout simplement refuse de compter lorsque Hogan fait le tomber. Donc ça part très très mal pour lui. Alors par contre, dans la famille, j'essaye un push sur un catcheur qui n'a absolument pas marché. Je voudrais le père, la mère et toute la MIF sur 11 générations parce que là c'est vraiment le cas dans cette feud, cette rivalité. Billy Kidman contre Hogan. Donc ça n'a pas du tout réussi à propulser Kidman vers le haut des cartes comme ça aurait dû être le cas si la feud avait bien marché, si la sauce avait bien prise. Le début du combat, la première moitié, les premiers 2 tiers,
ça va, c'est sympa, ça bouge bien, la foule est bien investie dans le combat, malgré le fait que Hogan commence bien à galérer physiquement, ça se voit dans ce combat. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit, ouais, ça continue vraiment, franchement, ça pue l'âme. Sauf que la fin du match, moi j'ai adoré. On a des tables, on a des chaises, on a du sang, tout le monde s'en prend plein la gueule. On a Bischoff qui se prend un powerbomb à travers une table, on a Billy Kidman qui saute de la 3e corde. Hogan esquive et Kidman tombe à travers une table. Et le finish arrive lorsque Horace Hogan, le neveu de Hogan, arrive. Il prend la main de Eric Bischoff et il fait le tomber. On nous dit aux commentaires que c'est légal, c'est la main de l'arbitre qui a frappé 3 fois au sol, donc sur la fin de ce combat, avec plein d'armes et tout un bordel qui n'est pas une situation dans laquelle on a l'habitude de voir Hogan, donc c'était très sympa, moi j'ai trouvé ça. C'est pour ça que j'ai mis les 3 points de suture, et puis ce finish là, avec la main de l'arbitre, ça nous a rappelé bien entendu le pay-per-view Over the Edge 1998, lorsque Stone Cold affronte Dude Love avec Vince McMahon en arbitre spécial, et que le match ne peut se terminer que avec la main de McMahon qui effectue le tombé, et après que McMahon soit KO, et bien c'est Austin qui prend sa main et qui fait lui-même le tombé pour remporter le combat. Bref, on revient à la WCW, 3 points de suture, un bon petit quart d'heure. J'ai aimé, en tout cas je suis diverti et je m'arrache pas les cheveux comme c'était le cas en 1999. Donc de toute évidence, on va retenir la valeur entertainment de ce combat avant de passer au main event. Le main event, c'est un match triple cage pour le titre de la WCW, titre poids lourd, donc entre Jeff Jarrett, Diamond Dallas Page et David Arquette. DDP et David Arquette étaient potes, donc l'idée, c'est que David Arquette essaye de protéger ou de paver un petit peu ou d'aider le terrain pour DDP afin qu'il remporte le match plus facilement. Match d'un quart d'heure auquel j'ai mis 3 points de suture et demi, rien que ça. Donc le format de la cage, il est tiré du film Ready to Rumble, dans lequel David Arquette a joué. Le match, franchement, il est vachement meilleur que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une purge, un truc complètement horrible avec David Arquette qui essaye de faire plein de trucs qui vont tous foirer. Absolument pas. Et le titre, il est suspendu au-dessus du 3e niveau de la cage. Donc le premier niveau de la cage, c'est un niveau normal, style Hell in a Cell, avec quand même quelques échelles pour pouvoir ouvrir la trappe et monter sur le 2e niveau. Le 2e niveau, c'est un niveau hardcore, avec plein d'armes, des chaises, des tables, des poubelles, tout un bordel comme ça. Il y a même un spot où les mecs passent à travers un mur de grillage de la cage, et le grillage s'affaisse. Moi, ça m'a foutu les boules, parce qu'il faut pas oublier qu'à ce moment-là, les mecs sont à quoi? Ils sont au moins à 6 mètres du haut. Et le 3e niveau de la cage, c'est un niveau guitare, donc il faut vraiment monter de part en part. Une fois qu'on est au 2e niveau, on peut monter avec les structures de plus petites cages, donc c'est vraiment comme une pyramide, comme ça. Et c'est un bordel plutôt sympa, j'ai envie de dire. Vraiment, même bien sympa. En même temps, DDP et Jeff Jarrett, c'est pas non plus les dindons de la farce. Donc voilà, ils nous produisent un bon spectacle. Les deux mecs commencent à saigner. Il y a même une intervention de Mike Awesome à un moment sur le 2e niveau de la cage. Sauf qu'il se prend un Diamond Cutter. Pendant à peu près tout le match, David Arquette essaye d'aider Diamond Dallas Page, ou au moins, quand les mecs commencent à monter, lui il est un petit peu impuissant, il regarde un peu ce qui se passe avant de monter tout en haut de la cage pour, s'assurer que ce soit bien DDP qui arrive à choper la ceinture. Quand les mecs sont au 2e, 3e niveau, franchement, j'ai toujours extrêmement peur que le grillage casse un petit peu, comme au Hell in a Cell du King of the Ring 98 entre Undertaker et Mankind, lorsqu'il marche sur le haut de la cage, pas quand Mankind prend le chokeslam, ça c'est encore autre chose, mais quand il marche à un moment, on voit que les pieds, passe à travers le grillage, ça c'est terrifiant. Et là j'avais peur que ça arrive, même si on a vu qu'il y a des espèces de petits chaînons en dessous du grillage qui sont là pour assurer la sécurité des catcheurs. La fin du combat, c'est David Arquette qui monte tout en haut de la cage, sauf qu'il va finir par trahir DDP. On pouvait le voir venir, certains l'ont vu venir de très loin. Donc DDP se prend un coup de guitare, les espèces de guitares en plastique là, enfin vraiment c'est même, on dirait du papier, du carton. Et Jeff Jarrett va remporter le titre de la WCW. Après ça, Mike Awesome reprend un petit peu ses esprits. Il va rebastonner Diamond Dallas Page sur le 2e niveau de la cage. À ce moment-là, Diamond Dallas Page, qui fait partie du Millionaires Club, est aidé par Chris Kanyon, qui vient aider son pote. Et Chris Kanyon se fait envoyer du 2e niveau de la cage sur la rampe, à travers la rampe, un énorme bump, très très bien réalisé par Chris Kanyon non plus, c'était très sécurisé, mais visuellement le truc est complètement dingue, et c'est là-dessus que se termine le pay-per-view.
Donc voilà les amis, j'espère que cette review d'un bon pay-per-view WCW, ça fait plaisir à voir, vous aura plu. Je ne sais pas encore si je vous donnerai rendez-vous pour d'autres pay-per-views sur l'année 2000, mais mon petit doigt me dit que je vais peut-être m'essayer à l'exercice WCW sur des plus anciens shows, 94, 95, 96, peut-être 17-18. On verra. Je ne promets rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'ici là, il faut surtout garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.